Votre invité aujourd'hui dans la grande interview en direct sur Boursorama, c'est Yves Verrier, le secrétaire général de Force Ouvrière. Bonjour. Bonjour. Voilà, merci d'être là avec nous en direct sur Boursorama. Bon, on comprend la stratégie du gouvernement, c'est de sacrifier les activités de loisirs au sens large, restauration, cinéma, culture ou autre, pour atténuer l'impact de cette seconde vague épidémique et préserver voilà, le reste de l'activité économique en France. C'est la bonne stratégie pour vous ? Écoutez, moi, je ne suis pas en capacité sur le plan sanitaire d'évaluer ce qui est la meilleure des stratégies. À l'évidence, il y a eu beaucoup de discours contradictoires. On a beaucoup parlé des injonctions contradictoires. Je ne reviens pas là-dessus. Donc, on en est là. Quoi qu'il en soit, nous, ce qui nous importe aujourd'hui, c'est que les salariés ne fassent pas les frais de cette situation. Et là, en l'occurrence, le secteur du spectacle, d'événementiel, des cafés, restaurants, on a une négociation qui est très difficile en ce moment sur la mise en place de l'activité partielle de longue durée, où on veut obtenir absolument qu'il n'y ait pas d'emplois supprimés en contrepartie des dispositifs d'aide publique qui sont mis en place par les pouvoirs publics. Et sur la fermeture des salles de sport, c'est une aberration, nous dit Geoffroy Roux de Bézieux. Il demande en gros plus de souplesse pour permettre au secteur des salles de sport et pas seulement de maintenir une activité. Vous en pensez quoi ? Il est évident qu'il y a des situations qui prêtent à interrogation, puisque on sait que dans les transports en commun, on est quand même très proches les uns des autres dans les grandes métropoles. Alors certes, il y a l'obligation de porter un masque. Est-ce que du coup, dans les salles de sport, si les règles de distanciation sont respectées, on peut ou non éviter de propager ou de contracter le virus ? Là, encore une fois, moi, je ne suis pas spécialiste. J'ose croire que les pouvoirs publics, dont c'est la responsabilité d'édicter les prescriptions en matière de santé publique, s'appuient sur l'expertise scientifique. Non, mais l'idée au niveau du protocole, Yves Verrier, qu'on redéfinisse un protocole pour pouvoir continuer de produire, de consommer, de vivre avec le virus. C'est ça qu'il nous demande Geoffroy Roux de Bézieux, le patron du MEDEF, pour encore plus faire cohabiter cette activité économique et puis la santé publique. Ce qui nous importe en tant que syndicat, c'est les deux aspects du problème. La santé des salariés, incontestablement, et la priorité, c'est quand même la santé. On ne peut pas accepter de courir le risque de tomber malade ou pire en allant au travail. Et en même temps, nous, ce que nous voulons préserver, c'est l'emploi et les salaires des mêmes salariés. Donc, le juste milieu, il doit être celui-ci. C'est-à-dire qu'on met en place des dispositions qui permettent de préserver la santé, donc c'est tout ce qui est organisation du travail, etc., gestes barrières, moyens de protection, et là j'insiste beaucoup, il faut absolument qu'on fasse en sorte que le coût des moyens de protection ne retombe pas sur les salariés. On a beaucoup de salariés pour qui ça représente un budget non négligeable qui rend plus difficile. C'est vraiment beaucoup de salariés ? Vraiment ? Pardon ? Vraiment, il y a beaucoup de salariés qui sont dans cette configuration de devoir payer ça de leur poche ? Je suppose que vous êtes comme moi, hein. Chacun achète ses masques au quotidien pour les enfants. Non, pas dans le cadre du travail, je parlais au travail. Au travail, je pense que dans la plupart des entreprises d'une taille certaine, les choses sont réglées. Ensuite, il faut s'assurer que dans les plus petites entreprises, on n'a pas de remontée de cette nature sur le manque ou le fait que les entreprises ne prendraient pas à leur charge. Ça peut se poser selon le type de masque. On a un vrai problème, semble-t-il, au sein de l'éducation nationale avec la qualité des masques. Par exemple, quand les entreprises fournissent des masques lavables, théoriquement, ils doivent être lavés tous les jours. Donc, il faut qu'il y ait suffisamment de masques mis à disposition des salariés, parce qu'on ne va pas faire une lessive tous les 2 jours. Et le coût ensuite de l'entretien des vêtements ou surtout des équipements de protection individuelle, normalement, doit aussi être pris en charge par l'entreprise. Bon, s'agissant des aides économiques, Yves Verrier, pour les secteurs qui sont impactés par le couvre-feu en Ile-de-France et dans ces 8 métropoles concernées, Bruno Le Maire nous parle d'1 milliard d'euros d'aide économique au sens large. Ça vous semble suffisant ou vous craignez que ce ne soit pas assez, que le compte n'y soit pas ?
Je pense qu'à partir du moment où il y a des contraintes sanitaires qui mettent en difficulté une activité économique et qu'elles sont prises pour des raisons d'ordre public, de santé publique, il faut évidemment faire en sorte de compenser ce que représentent pour l'activité économique les conséquences de ces dispositions avec, et c'est là, les 5 confédérations syndicales. C'est important parce que ça n'arrive pas souvent, se sont adressés la semaine dernière conjointement dans un courrier commun au Premier ministre et on a mis en copie le président de la République, notamment sur la question des contreparties aux aides publiques. Nous voulons nous assurer qu'à chaque fois qu'il y a de l'aide publique, on fait bien en sorte de préserver l'emploi, c'est-à-dire qu'on interdise les départs contraints. Et la négociation a été difficile, mais à Airbus, on y est parvenu. FO a signé un accord où il y aura 0 suppression contrainte d'emploi. Et il faut s'appuyer sur ce type de dispositif partout. Chez Airbus, ce sera un plan de départ volontaire, c'est ça que vous nous dites? Il y aura des départs volontaires, souvent d'ailleurs des départs anticipés à la retraite, hein, ce qui nous fait aussi les 5 confédérations écrire au Premier ministre pour lui dire que le sujet des retraites ne doit d'autant moins revenir à l'ordre du jour dans ces circonstances. La priorité, c'est garantir de l'emploi pour ceux qui n'en ont pas, ceux qui en cherchent, plutôt que de contraindre ceux qui sont au moment de pouvoir partir à la retraite de devoir continuer. Ouais, on en parlait juste avant avec l'OFCE sur malgré le fait que malgré les aides publiques, malgré le chômage partiel pour les secteurs les plus sinistrés, on les connaît, il faut peut-être s'attendre à une vague de licenciements, enfin de faillites, de fermetures, notamment de petites sociétés. Vague de faillite qu'on ne voit pas pour l'instant dans les chiffres parce qu'il y a toutes ces aides. Oui, ce qu'on ne voit pas, vous avez raison. Alors, c'est pas forcément des faillites, mais ce que nous voyons depuis notamment le confinement. Ça a commencé au moment du confinement, ça s'est accéléré au moment de la reprise et en ce moment, c'est beaucoup de salariés qui sont dans des entreprises sans syndicat qui sollicitent nos structures, nos unions départementales, nos unions locales, nos implantations locales, syndicales, parce qu'ils sont confrontés à des ruptures de contrat de travail pour des motifs qui sont très divers, mais qui, à l'évidence, ne correspondent pas à la réalité. Donc, ce qu'on voit, c'est qu'il y a en effet des entreprises qui contournent sans doute des petites entreprises pour des raisons de trésorerie, j'imagine aussi, mais qui se séparent de salariés dans des conditions qui posent question. Et nous, ce que nous demandons, c'est qu'il y ait un contrôle strict des licenciements, des suppressions d'emplois, des motifs. Vous savez que le gros, on privilégie l'activité partielle. Il variait, je vous coupe, mais le gros des licenciements, quand on écoute l'INSEE, a déjà été effectué. Quand on écoute l'INSEE le gros sur les 800 000 emplois supprimés cette année, il y en a plus de 700 000 qui ont déjà été supprimés. Oui, mais si vous voulez, on a assisté d'abord à ce que les intérimaires se sont retrouvés sans emploi. Les contrats d'intérim n'ont pas été renouvelés, les contrats à durée déterminée, parfois les périodes d'essai. Donc tout cela, on nourrit ce qu'on appelle la catégorie A des demandeurs d'emploi, c'est-à-dire sans activité aucune. Et puis s'ajoute à cela, aujourd'hui, les suppressions d'emplois, comme je vous le disais, ici et là, isolées, mais qui se multiplient. Et puis, les annonces de plans de suppression d'emplois ou de plans de départ volontaire, certes, mais il y a des plans de suppression d'emplois avec des licenciements, des fermetures pures et simples d'établissements dont on parle moins. On a beaucoup parlé de Bridgestone, par exemple, à Béthune ou de Nokia à Lannion, mais il y a beaucoup de plus petites entreprises où, y compris, nous le dénonçons, on assiste à des restructurations d'aubaines. Et puis, il y a la grande distribution. Quand Auchan, qui a tourné à fond pendant la période de confinement, annonce 1000 suppressions d'emplois, ou qu'on observe à Géant Casino des dispositifs de suppression d'emplois anticipés ou envisagés, ça n'est pas acceptable. Et que peut faire dans ces circonstances, dans ces conditions, le gouvernement ? Je crois qu'on est dans des circonstances extraordinaires. Par exemple, le ministre de l'Économie et des Finances annonce... Est-ce que ce n'est pas l'arbre qui cache la forêt aussi, de prendre l'exemple qui est réel, Auchan, on l'entend bien, la grande distribution, on ne les a pas vus trop souffrir pendant la crise, mais est-ce que ce n'est pas l'arbre qui cache la forêt ou est-ce que... Écoutez, si à Airbus, on est capable de négocier, alors que là, il y a un vrai arrêt quasiment ou ralentissement très massif de l'activité du transport aérien, donc de la construction aéronautique, si on est capable à Airbus de signer un accord où il n'y aura 0 suppression contrainte d'emploi,
Alors, a fortiori, ça doit être le cas dans la chaîne de l'approvisionnement. Rappelons-nous que c'était ce qu'on appelait les secteurs essentiels. Je pense que ça doit quand même interroger sur l'attitude d'un certain nombre d'actionnaires et donc des dirigeants d'entreprises qui sont sous pression des actionnaires dans le contexte actuel. Il y a trop, encore une fois, d'intérêts actionnariaux. On a protesté contre l'opération Veolia-Suez au sens où on assiste à des opérations de actionnaires boursières dans un moment où ce qu'il faut, c'est apaiser les secteurs d'activité. Et là aussi, c'est un secteur d'activité important. C'est l'assainissement et l'eau, c'est les déchets, collecte et traitement. Donc, ça n'est pas acceptable qu'on assiste sur ces secteurs-là à des opérations boursières. Vous êtes aligné avec le ministre de l'économie, d'ailleurs, sur ce sujet, au passage. Le ministre de l'économie, je le disais, vient d'annoncer, par exemple, qu'il allait rajouter des milliards d'euros pour conforter les fonds propres des entreprises. Donc, moi, j'entends cela. S'il s'agit de préserver les entreprises, donc l'activité, pour nous, ça doit s'accompagner de la préservation automatique des emplois derrière. Et j'insiste beaucoup, on parle souvent des charges fixes des entreprises dans une situation difficile. Les salariés ont leurs propres charges fixes à assumer. Le loyer, la nourriture, etc. Donc, je pense que la question de la protection du salaire, des minima sociaux est une question majeure en ce moment. On voit aussi, malheureusement, beaucoup de salariés qui tombent dans la pauvreté dans les circonstances actuelles. Ouais. Autre sujet pour les salariés, le télétravail. Je voudrais votre point de vue là-dessus. On voit le gouvernement Yves Verrier qui invite, mais ne contraint pas, pour le coup, les employeurs donc, à mettre en place du télétravail partiel dans les zones qui sont notamment concernées par le couvre-feu. Est-ce que l'État devrait aller un cran plus loin, être un peu plus, comment dire, dans l'injonction ? Alors là, encore une fois, ça ne va pas être du télétravail au sens où nous l'entendons, parce que, évidemment, ça sera peut-être un peu mieux organisé que ça ne l'a été au moment du confinement, parce qu'il y a une part d'expérience à la fois pour les salariés et pour un certain nombre d'entreprises du passif. Mais encore une fois, moi, je regrette qu'on n'ait pas pu avancer plus vite sur une négociation d'un accord cadre qui protège les salariés. Mais ça négocie en ce moment-là. Télétravail. Ça négocie. Pardon ? Ça négocie entre les partenaires sociaux en ce moment là-dessus sur le télétravail. Alors, on a enfin obtenu de la part des employeurs qu'ils acceptent qu'on ouvre une négociation. Ils n'en voulaient pas du tout au départ. C'est bientôt là. C'est bientôt. Ça démarre. Il va y avoir une série de réunions qui vont s'engager. On a fait d'abord un état des lieux, on va dire, de la situation à partir de ce qui s'est passé notamment pendant le confinement, pour identifier ce qui pose problème de notre point de vue et ce à quoi justement il faut être capable de répondre en termes d'encadrement et de protection. Yves Verrier, si on est concret déjà pour vous, est-ce que oui ou non déjà, question simple, c'est une bonne chose ou pas le télétravail ? C'est très compliqué, vous savez, parce que selon les entreprises, selon les activités et au sein d'une même entreprise, ça va créer un certain nombre de difficultés entre les postes qui sont considérés comme télétravaillables, ceux qui ne le sont pas. Donc c'est très compliqué à mettre en œuvre. Et puis encore une fois, nous avons constaté... Quand c'est possible, est-ce que c'est une bonne chose quand c'est possible ? Quand c'est possible, sur la base du volontariat du salarié, avec une assurance de pouvoir revenir en travail posté, en présentiel, dès que le salarié le demande. Parce que je voulais vous dire justement qu'à la sortie du confinement, et donc du télétravail qui avait été mis en place massivement, on a été aussi très sollicité par beaucoup de salariés qui nous ont fait part du fait qu'après un premier engouement, en réalité, ils ont souffert de l'isolement et sont très heureux de pouvoir revenir en présentiel. Donc, le télétravail, c'est une réponse notamment, vous savez, aux contraintes en matière de transport en commun. Quand on a beaucoup de transports en commun, c'est vrai que si on peut s'en abstenir une fois par semaine, par exemple, c'est mieux. Mais ça pose la question du logement, de l'accès à un logement proche de son lieu de travail. C'est ça la bonne valeur minimum plancher de télétravail, c'est 1 jour par semaine pour vous ? Parce que le président a évoqué 2 ou 3 jours. 1 jour, 2 jours. En tout cas, je pense que ça ne peut pas être une organisation continue, permanente, parce que ça conduirait d'une part à un isolement des salariés qui est néfaste sur le plan psychologique,
Et puis deuxièmement, vous savez, le risque, c'est qu'on transforme la relation de travail, qu'on ubérise le travail et qu'on transforme les salariés en télétravail en salariés Uber, de type Uber, voire qu'on délocalise purement et simplement ou qu'on transforme la relation de travail en prestation de service. Donc moi, je mets en garde là-dessus. Nous, ce qu'on veut, c'est vraiment que le télétravail, quand il est mis en place, soit protecteur et dans l'intérêt du salarié. Bon, on en reparlera parce qu'il y a des négociations. J'ai oublié de le dire dès le départ, dès le début, on se quitte là-dessus, mais vous deviez être avec nous aujourd'hui, Verrier. Vous êtes ce qu'on appelle cas contact, donc c'est pour ça que vous restez chez vous. Bon, tout va bien. Oui, ça arrive à beaucoup de monde, malheureusement. Pour le moment, je ne suis que potentiellement cas contact. Ça n'est pas encore vérifié par un test de la personne qui est potentiellement celle avec qui j'ai été contact. Voilà, pour moi, pour le moment, les choses vont bien et j'espère que la personne en question, évidemment, ça va aller mieux très vite. Bon, en tout cas, merci d'avoir été avec nous, Yves Verrier, donc le secrétaire général de Force Ouvrière, invité de la grande interview en direct sur Boursorama. Merci. Merci à vous. À bientôt. Désolé de cette condition. Aucun problème. À bientôt. Merci.